dernier thème, c'est évidemment la collaboration entre les professionnels. Collaboration, c'est le maître mot de cet après-midi. Pour cela, j'accueille donc évidemment Céline Mailleux, qui se présente déjà derrière moi, qui est professeure au CRIS. CRIS, c'est le Centre de recherche en approche sociale de la santé de l'Université de Bruxelles. Et donc, effectivement, c'est le 4e VP, le 4e Work Package consacré à la collaboration professionnelle. Bonjour à tous. Je vais vous présenter le résultat du travail exploratoire que nous avons réalisé autour de la question de la collaboration interprofessionnelle et du développement des compétences. Alors, vous voyez que j'ai une très jolie brochette de collaborateurs. Ils sont parmi vous, dispersés dans la salle, ce qui vous donnera l'occasion peut-être pendant la pause de poser les questions. Alors, Rome ne s'est pas fait en un jour, la première ligne non plus. Donc, quelques aspects liés à l'émergence des différents métiers. D'abord, il y a eu une phase de professionnalisation, c'est-à-dire faire développer des savoirs, les faire reconnaître par les instances officielles, par les autres métiers. Progressivement, les métiers se sont différenciés au sein de la médecine, mais aussi, bien entendu, dans les groupes professionnels paramédicaux. Et aujourd'hui, on en est à une nouvelle phase. On réfléchit aux mesures d'intégration. Comment est-ce qu'on peut organiser la collaboration entre les groupes professionnels? Et c'est justement l'objet du travail que nous avons initié grâce à ce livre blanc et que nous allons poursuivre dans les 4 années qui suivent le développement de la chaire Beehive. Alors, je vous propose d'organiser mon propos en 4 temps. D'abord, vous parler gouvernance des métiers, puis formalisation, essentiellement un aspect qui est lié au développement des outils de la collaboration interprofessionnelle. Pour pouvoir collaborer, il faut développer des manières partagées de lire la santé, des manières partagées de faire santé également. Ça implique également la collaboration, de se reconnaître entre soi et de se faire confiance. Et pour ces différents aspects, j'insisterai sur un 3e élément qui est la formation. Donc d'abord, les aspects de gouvernance. Mais oui, comme l'a dit Sophie, la façon dont la première ligne s'est constituée, justement parce qu'elle s'est constituée par différenciation successive. Les métiers sont apparus les uns après les autres, en partie les uns contre les autres, parce que chacun définit son domaine de compétences, bien entendu en fonction de ses compétences techniques, mais aussi par rapport à celles des autres, et que donc il y a des enjeux importants à ce niveau-là. Et donc, il est important de considérer finalement ces différents métiers dans une sorte d'écologie des groupes professionnels. Dans une écologie des groupes professionnels, il y a des groupes qui sont plus forts que d'autres, il y a des ressources à se partager, il y a des responsabilités à établir. Et donc, l'un des aspects qui est ressorti des ateliers qu'on a réalisés avec vous, c'est cette importance de réfléchir à un cadre qui soit à la fois suffisamment souple et suffisamment clair pour permettre aux différents métiers de se sentir à l'aise dans cette collaboration interprofessionnelle, pour que chacun se sente à sa place, et que la confiance puisse s'établir entre les différents professionnels. Donc, la répartition des compétences, la répartition des responsabilités, mais aussi finalement celle des ressources. Comment cette première ligne va-t-elle être financée? Comment les différents métiers vont-ils se répartir les ressources en question afin de construire une collaboration efficace? Donc les acteurs ont bien insisté sur le fait que ça nécessitait une certaine forme de souplesse du cadre. Alors, nous sommes un petit peu taquins, et donc nous avons posé des questions un peu, on va dire, impertinentes aux personnes qui ont répondu au questionnaire. Vous voyez ici brièvement qu'il y avait beaucoup de non-professionnels qui ont répondu d'ailleurs à cette question. Et quelles étaient ces questions? On leur a demandé notamment, la coordination des soins. Qui est censé faire la coordination des soins? On avait 5 propositions différentes. Le médecin généraliste, le coordinateur de centre agréé, l'infirmier, le psychologue, l'ergothérapeute. Et donc, avec l'idée d'essayer d'identifier finalement si les non-professionnels avaient un point de vue différent des professionnels et si les métiers entre eux plébiscitaient finalement plutôt certains que d'autres. Et donc, pour
effectuer cette coordination des soins, le grand gagnant, c'est le médecin généraliste. Donc ça ne surprendra personne. Mais ex aequo arrive ensuite le coordinateur de santé agréé et l'infirmier. Et enfin, le psychologue et l'ergothérapeute. Alors, un des résultats qui nous semble intéressant de constater, c'est que, en général, les membres d'un groupe professionnel ont plutôt tendance à plébisciter leur propre groupe professionnel, comme vous le voyez. Donc, on voit que pour ce qui est du médecin généraliste, ceux qui votent le plus pour le médecin généraliste sont les pharmaciens et les généralistes. Et pour les infirmiers, bien, ce sont les infirmiers. Pour effectuer cette dimension de coordination des soins dont on sait que, bien sûr, vu l'évolution justement des personnels disponibles, elle va certainement être l'objet de débats futurs. Alors, deuxième petite question pertinente, on avait demandé qui était responsable, qui pourrait effectuer le choix de la marque de médicaments. On sait que c'est une responsabilité qui est aujourd'hui partagée entre médecins généralistes, pharmaciens et patients. Et donc, les résultats sont ici affichés. Vous voyez que, de nouveau, c'est le médecin généraliste qui est le plus cité. Et d'ailleurs, il est plus cité par les non-professionnels qu'il ne l'est par les professionnels de santé. Donc, on voit que les usagers, les aidants, les citoyens ont plutôt tendance à faire confiance à leur médecin généraliste pour ce choix de la marque de médicaments. Arrive ensuite le pharmacien et puis le patient. Et là, j'attire votre attention sur le fait que le patient est surtout plébiscité par les non-professionnels cette fois. Voilà. Donc, finalement, ils font davantage confiance aux patients qu'eux-mêmes, d'une certaine façon, ne se font confiance. Et en dernier lieu, donc les dents proches, où là, on est à 10% de répondants. Alors, un autre résultat intéressant sur ce graphique, c'est le fait que là également, on constate que les médecins généralistes sont plus nombreux que les autres à dire que c'est les médecins généralistes qui doivent s'occuper du choix de médicaments, et les pharmaciens sont plus nombreux que les autres à dire que c'est à eux que revient cette compétence. Donc, quand il va falloir réfléchir dans le futur à des évolutions dans cette répartition des compétences, on sait qu'il va y avoir certainement des débats qui risquent d'être d'une certaine façon animés. Enfin, voilà, je ne surprendrai personne avec cet élément-là. Alors, l'autre axe sur lequel on va travailler dans le cadre de ce Work Package, c'est la question des outils de la collaboration. Parce que collaborer, ça nécessite des outils d'échange d'informations, des outils également de gouvernance, justement, qui permettent d'établir ces répartitions de compétences. Alors, quels sont les éléments que vous nous avez transmis au sujet de ces outils actuels? Eh bien, certains d'entre vous regrettent notamment la segmentation des outils, en disant que les groupes professionnels n'y contribuent pas tous à la même hauteur, ce qui fait que les outils sont assez séparés entre eux, ce qui va évidemment poser des défis à la collaboration interprofessionnelle. Un manque d'intégration aussi entre les outils informatiques et l'e-santé. Donc les outils entre eux ne sont pas connectés. Le manque de reconnaissance, notamment financière, de certains outils qui, bien sûr, entravent potentiellement leur développement. On a également parlé dans les ateliers des conditions de la confiance dans les outils. À quelles conditions fait-on confiance aux outils? Eh bien, il s'avère qu'il existe évidemment énormément déjà d'outils présents qui sont destinés à favoriser la collaboration, comme des répertoires de professionnels. Ceux-ci sont manifestement sous-utilisés. Et il semble qu'une des conditions pour que ces outils soient utilisés, c'est le fait qu'ils reposent sur l'interconnaissance des personnes, l'interconnaissance personnalisée. Donc pas seulement le fait de savoir qui fait quoi dans l'absolu, mais c'est le fait que les acteurs se connaissent entre eux. Donc les outils doivent s'ancrer finalement dans des réalités vécues et dans des territoires. Un élément qui préoccupe aussi nos répondants, c'est la question de l'accès aux outils pour les publics vulnérables. Les enjeux éthiques liés à la mobilisation de ces outils sont importants, et il ne s'agirait pas que les publics vulnérables soient exclus de leur utilisation.
Alors un dernier élément, et là c'est vraiment un élément émergent de ces ateliers, c'est que vous accordez beaucoup d'importance à la production de données en soins primaires. Il y a la reconnaissance du fait que certaines données de qualité existent déjà, mais elles sont sous-mobilisées, sous-analysées, et elles mériteraient d'être stimulées dans leur production également. Alors, troisième volet, c'est la question de la formation. Comment est-ce qu'on peut améliorer par la formation la collaboration interprofessionnelle? Le premier élément cité, c'est la connaissance du métier des autres et de leur rôle. Pour pouvoir collaborer, il faut que j'ai une vision claire de ce que l'autre peut apporter à la prise en charge du patient, hein, et comment est-ce que aussi le patient peut d'ailleurs lui aussi prendre sa place dans cette collaboration interprofessionnelle. Et donc la formation pourrait se développer dans ce domaine-là. Un des objectifs de cette formation pourrait être également d'aider à développer un langage commun comme facilitateur à la collaboration. Alors, on a mis commun entre guillemets parce qu'il y a quand même aussi une demande de conserver la spécificité du vocabulaire de chaque métier. Pour autant, voilà, je ne sais pas si on va vers un espéranto de la première ligne, mais en tout cas de trouver des façons de communiquer, hein, qui facilitent le travail avec les patients. Développer et promouvoir la vision holistique au sein des pratiques collaboratives, donc c'est en incluant le projet de vie du patient. Hein, mes collègues ont insisté sur cette dimension auparavant, donc notamment Benoît Pétré qui travaille spécifiquement sur ces aspects. Intégrer le patient comme un acteur à part entière de sa santé, hein, l'un et l'autre sont forcément liés. Et alors enfin, sur la question de la formation, il n'y a pas qu'une question de contenu, il y a aussi une façon d'organiser les formations. Aujourd'hui encore, c'est vrai que les facultés sont plutôt organisées de façon monodisciplinaire. On voit l'émergence d'initiatives, hein, depuis quelques années. Chacune des universités et dans les hautes écoles aussi, on développe des initiatives pour essayer de favoriser les échanges entre facultés. On voit qu'il faudrait développer à ce propos une ingénierie pédagogique qui favorise les collaborations interprofessionnelles dès la formation de ces différents groupes. Alors je vais terminer avec les enjeux pour la pratique et la recherche. Et ici, vous me permettrez d'être un petit peu plus spécifique, hein, parce que pour le moment, on a fait un petit peu un bilan global de cette recherche qu'on a menée grâce à vous au cours de l'année passée. Maintenant, on a défini aussi, grâce à ce que vous avez mis en évidence, des priorités de recherche. L'objectif principal de notre work package, hein, puisque maintenant vous êtes familiarisé avec ce vocabulaire-là, c'est finalement de se fonder sur les initiatives existantes afin de les renforcer, mais aussi de penser les nouveaux modèles, y compris, hein, et ça a été évoqué dans les conférences introductives, en dehors de la santé. Il nous semble important de ne pas réfléchir uniquement, j'ai parlé d'écologie tout à l'heure, des groupes professionnels. Il est évident que quand on s'intéresse au public vulnérable, on a besoin d'également impliquer d'autres métiers, d'autres professions que les métiers de santé. Alors, en termes méthodologiques, qu'allons-nous faire? Nous allons repérer des pratiques novatrices existantes d'abord, parce qu'il existe effectivement des initiatives qui sont extrêmement intéressantes et qui valent la peine d'être analysées, hein, et c'est sur cette base que nous allons travailler. Et ensuite, deuxième pilier très important de notre travail dans le Work Package, c'est la recherche-action collaborative. Alors, l'expression les chercheurs en tour d'ivoire, j'espère qu'en sortant d'ici, vous ne l'utiliserez plus trop, hein, parce que voyez-nous plutôt comme des baroudeurs. On a envie de travailler avec vous, et je ne dirais pas pour vous, et certainement pas sur vous, hein, certainement pas. On a envie de travailler avec vous, hein, et donc ce pilier recherche-action collaborative va être extrêmement important dans notre travail. Concrètement, 3 axes essentiels dans notre work package. Léa Dibiaggi, qui est tout au bout de l'auditoire, va réaliser sa thèse sur des actions novatrices, donc des pratiques novatrices et des recherches-actions en matière de collaboration
entre métiers de l'aide sociale, de l'aide juridique et de la santé. Alors pourquoi justement celle-là? Mais justement parce qu'on veut se centrer sur les publics en situation de vulnérabilité et sur les déterminants sociaux de la santé. Ça veut dire qu'elle va se centrer sur les publics qui sont confrontés à des situations de vulnérabilité liées à leur origine. Donc elle va travailler notamment autour du public des réfugiés et des collaborations qui s'établissent entre métiers de la santé, juridique et santé autour de ces publics réfugiés, et d'autres vulnérabilités comme les vulnérabilités socio-économiques et celles qui sont liées au genre. Donc on est vraiment en plein dans les déterminants sociaux de la santé et dans ces éléments qui sont centraux pour expliquer les inégalités qui continuent à impacter les soins de santé primaires et leurs outputs. Alors, deuxième axe très important qui va lui être mené par Quentin van der Hofstadt, qui va travailler, lui, sur les outils d'échange, et notamment sur la dimension interdisciplinaire et interprofessionnelle de ces outils d'échange informatisés entre différentes catégories de professionnels. Troisième axe, c'est celui des rapports entre la première et la deuxième ligne, parce qu'une des dimensions importantes que vous avez mises en évidence dans le cadre des ateliers, c'est cette, donc on l'a appelé désinstitutionnalisation des soins, mais enfin ce sont toutes ces expériences pilotes qui sont menées actuellement dans des secteurs où on essaye de davantage travailler avec le patient dans son domicile. Et donc là, il y a différentes expériences pilotes et donc différents secteurs sur lesquels Fabien Defresne, qui est également au Fonds d'Auditoire, va travailler dans le cadre de sa thèse. Alors, trois axes transversaux, parce qu'en fait, ils vont nourrir ces trois axes essentiels, vont nourrir trois autres axes. Le premier, c'est la formation, tout simplement, puisqu'évidemment, en travaillant sur ces éléments-là, on va essayer de donner des indications sur ce qui pourrait être dans le futur les compétences, mais aussi les modalités d'une formation qui soit favorable à la collaboration interprofessionnelle. Deuxième élément, mais là vraiment, ça vient très clairement des ateliers qu'on a réalisés avec vous, c'est qu'on souhaite contribuer à la production et à l'analyse de données produites par et pour la première ligne. Et donc, ce qui était patent dans les discussions qu'on a pu avoir, c'était le fait que l'échelle territoriale était absolument cruciale, et que c'était à cette échelle-là qu'il fallait réfléchir les modalités de production et d'analyse de données. Et enfin, et non des moindres, ça a déjà été évoqué d'ailleurs précédemment, mais la question du bien-être des professionnels. J'ai une doctorante, Rachida Ben Slimane, qui faisait une présentation cet après-midi sur des pratiques innovantes en soins à domicile. Et elle mettait l'accent sur le fait que souvent l'innovation, elle se fait en pensant aux bénéficiaires, de plus en plus, ce qui est une très bonne chose. Mais parfois, ça se fait au prix de la flexibilité horaire des professionnels, ça se fait au prix d'une série d'éléments qui vont impacter très directement le bien-être des professionnels. Or, nous faisons le pari qu'il est possible, avec vous, on l'espère, de travailler sur des pratiques novatrices et sur de la recherche-action qui favorisent également le bien-être des professionnels. Voilà, je vous remercie.